Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers invités. Je suis donc très content, très heureux de me retrouver cet après-midi ici, devant le micro, pour parler de Senghor et de son œuvre. Je voudrais en remercier aussi l'Académie et la Fondation, l'Académie royale du Maroc, qui ont eu cette merveilleuse idée de penser Senghor et d'aider, comme on disait ce matin, à le rendre encore présent parmi nous et à pouvoir bénéficier, mais pour l'amplifier certainement, de toutes les idées qui ont parcouru sa vie et son œuvre. J'ai donc choisi de parler de l'enracinement et de l'ouverture comme fondement de l'œuvre de Léopold Sédar Senghor. Enracinement et ouverture, parce que Senghor lui-même en a fait une sorte de programme politique, de programme culturel. Mais quand on y réfléchit, ce n'était pas un hasard que Senghor en ait fait le programme culturel du Sénégal. Et depuis qu'il est parti, c'est encore resté au Sénégal. Toute la politique culturelle est bâtie sur ces deux notions d'enracinement et d'ouverture. En parcourant son œuvre, on se rend compte que, effectivement, en cherchant un peu à l'intérieur, on voit que c'est une thématique permanente. Il y a quelques années, il y a 12 ans, 11 ans exactement, à l'occasion des 90 ans de Senghor, en 1996, la maison familiale du poète président avait accueilli une exposition à laquelle j'avais modestement contribué. Le titre de cette exposition, c'était « Léopold Sédar Senghor, du terroir à l'universel ». Vous pouvez encore aujourd'hui aller regarder cette exposition si vous allez à Joal. L'idée, c'était de montrer l'itinéraire exceptionnel de cet homme, issu d'un humble village sérère du Sine. Humble village, je dis bien un humble village. Peut-être devrais-je dire de deux humbles villages, parce que ce n'est pas que Joal, c'est aussi Djilor. Les deux sont les deux villages où il serait né. Comme tous les génies, ils naissent deux fois. Il est né à Joal et à Djilor. Ben, j'expliquerai tout à l'heure. Et donc, né dans une humble bourgade, à l'époque coloniale, dans le pays du Sine, cet homme qui, partant de là, a conquis le monde par son aura, par sa production littéraire et son activité d'homme politique. Homme politique, vaillant combattant pour l'indépendance de l'Afrique et de son pays, bien entendu. Senghor, comme on l'a dit ce matin, a été célébré partout et dans toutes les langues. Il a donné son nom à des rues, à des places, à des établissements scolaires, à des institutions, à des prix de toute nature. En somme, il est une personnalité mondiale, c'est une tautologie de le dire. Parmi les plus grands de son époque, Senghor est de ceux qui font la fierté des leurs, de ceux qui font la fierté de leur famille, de leur pays, de leur continent, qui font la fierté simplement de l'humanité. Il doit cette image à la singularité de son parcours. On en a beaucoup, hein, ces parcours singuliers comme Senghor, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Mais en tout cas, lui, il doit quand même à cette singularité de son parcours au succès qu'il a engrangé. Parce que son parcours est parsemé de succès, d'épreuves, bien entendu, mais aussi de succès. Il y a eu quelquefois des
des histoires, des anecdotes qui sont très proches de la légende ou du mythe, comme cela arrive toujours quand on parle de gens qui ont marqué leur histoire, qui ont marqué leur époque. Mais il le doit au succès qu'il a engrangé, à ses difficultés, à ses activités militantes, qui l'ont conduit, comme j'ai dit, à assumer les plus hautes fonctions dans son pays et en Afrique et dans le monde, en France déjà, où il avait été ministre. Au Sénégal, il a été député, puis président de la République. Et puis, on l'a dit, il est entré dans des académies, l'Académie française, l'Académie royale du Maroc, dont il est membre, cette fondation, et d'autres. Il a été célébré, nous l'avons dit, et je crois qu'on ne pourra jamais passer en revue le nombre de célébrations qu'il a eues. Des dizaines d'universités ont fait de lui docteur honoris causa. C'est un plaisir de l'écouter. Et c'était à chaque fois une occasion pour Senghor de rappeler ses grandes idées, quelquefois même d'entrer dans son texte, d'entrer dans la poésie, de se faire plus clair. Mais dans tous les cas, il cherchait à faire en sorte qu'il puisse y avoir un lien entre ceux à qui il s'adresse et lui-même, et son peuple et son pays d'origine. Il a eu donc beaucoup de reconnaissance. Mais étonnant, en fait, c'est quand même étonnant. Et quelqu'un l'a dit, parmi ceux qui l'ont présenté, je vous invite à lire le livre qui a été fait à l'occasion de ses 90 ans par l'UNESCO. Ça a été fait ici, d'ailleurs. Il y a beaucoup de contributions de Marocains dans cet ouvrage, qui est une sélection de 90 textes, de 90 personnalités sur Senghor, et publié par l'UNESCO en 1997. Étonnant en effet qu'à cette époque de la colonisation triomphante, un noir originaire du pays profond ait pu ainsi gravir tous les échelons et atteindre une telle notoriété. Qu'il vécut presque centenaire. Senghor a vécu presque centenaire. On attendait qu'il franchisse la barre des 100 ans. Qu'il ait donc pu gravir tous les échelons et atteindre une telle. Il vécut donc presque centenaire et il ne fait qu'ajouter à cette perception et lui conférer, par l'âge et par l'expérience diverses, le statut de sage, tel que l'entend, on l'a dit ce matin, Amadou Hampâté-Bâ, le disciple de Thierno Bokar, qui compare le vieillard africain à une bibliothèque. À sa mort, le monde entier a été secoué, ému par cette grande perte, et le monde entier s'associa au deuil de Joal et de Djilor. Joal et Djilor. Senghor est officiellement déclaré né à Joal. Il semble qu'en réalité, il soit né à Djilor, où vivaient sa mère et son père, polygames. Mais la maman de Senghor vivait dans la maison de Djilor. Mais il est né à Joal. Il a été déclaré à partir de Joal, où se trouvait la commune, et plus tard à Gorée, où il y avait également la grande circonscription, n'est-ce pas, administrative, qui permettait d'enregistrer les naissances. Bref, lui-même fait courir, enfin tout le monde sait, tout le monde croit, tout le monde dit qu'il est né à Joal. Nous considérons donc qu'il est né à Joal. C'est ça qu'il y a dans ses papiers. Mais il a vécu à Djilor, on y reviendra tout à l'heure. Quand il décrit son royaume d'enfance, il y a Joal, mais il y a beaucoup de Djilor, beaucoup de ce qui entoure Djilor. Cette exposition dont j'ai parlé tout à l'heure avait une valeur totalisante, ce qui n'est pas notre propos ici. Néanmoins, nous nous inscrivons dans la même perspective en essayant d'examiner l'œuvre de Senghor, l'œuvre poétique, sous l'angle de ces deux termes dont il a fait les mamelles de sa politique culturelle, l'enracinement et l'ouverture. L'enracinement, c'est la fierté d'appartenir à un terroir, de s'y reconnaître et d'en clamer les beautés. Celles-ci sont un patrimoine d'ordre matériel et immatériel qui s'étend progressivement, et ça c'est très intéressant, qui s'étend progressivement au-delà de la famille et du pays, à tout un continent. Et quant à l'ouverture, elle renvoie à une philosophie qui conduit à l'universel. Ce sont donc ces deux aspects-là
que je voudrais examiner en feuilletant rapidement quelques pages de son recueil, de ses recueils. Quand on parle du royaume d'enfance, moi j'ai tout de suite eu une idée qui est une idée universelle, parce que Senghor aussi, même s'il est africain, s'il parle de questions qui ont des valeurs africaines, c'est aussi des valeurs humaines qu'il développe dans sa poésie. Et il m'est revenu très souvent quand j'évoque c'est le royaume d'enfance et sa signification profonde chez l'être humain, de penser à un poète que j'apprenais, que j'ai étudié quand j'étais tout jeune écolier, comme beaucoup d'élèves de l'époque coloniale, c'est Lamartine et son Milly ou la terre natale. Hein, il y dit « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Mais si Senghor est attaché à son pays, à son terroir, c'est justement toutes les références, tout ce qui renvoie à cette âme qui plane là, qui est là, mais qu'on ressent intimement en soi. Le regard porté sur la poésie révèle d'abord, là je vais employer un mot des photographes qui aiment bien le mot révélateur, il révèle d'abord, comme disaient naguère les photographes, un milieu, un environnement, un espace, un milieu idyllique pour l'enfant Senghor, le cadre où il est né, où il a passé une enfance émerveillée et heureuse. Ce pays, ce terroir, il le nomme le royaume d'enfance. Le royaume d'enfance. Il le nomme aussi, quelquefois, le cœur pastoral du Sine. Le cœur pastoral du Sine. C'est ça son milieu naturel. Toute la poésie de Senghor montre ce cadre-là. Vous lisez, il n'y a pas un poème dans lequel vous ne retrouvez pas cette partie de son univers enfantin. À la dimension bucolique s'ajoute dans cet espace toute la saveur des champs, des rizières, et surtout de la mer et de ses multiples bras et bolongs. Ces artègres navigables qui définissent des îles nombreuses qui sont dans le delta du Saloum, qui sont toujours une découverte. C'est un pays très beau. J'ai été un moment directeur de cabinet du ministre du Tourisme au Sénégal, et un espace que l'on vend bien pour la destination Sénégal, c'est ce delta du Saloum, le pays de Senghor, parce qu'il est extrêmement, extrêmement beau. Il s'y est passé il y a 3 jours une catastrophe, une pirogue a chaviré, n'est-ce pas, emportant, n'est-ce pas, dans l'au-delà, 21 femmes. C'est terrible. Ça ne cadre pas, ça ne ressemble pas au cadre, cette catastrophe. Mais c'est parce que justement, il y a beaucoup de méandres dans ces îles du Saloum, beaucoup de mangroves, beaucoup d'oiseaux, et tout cela apparaît dans la poésie de Senghor. Nous revenions de Faoï, dit-il quelquefois. Il évoque Dionewar, très souvent. Il fait des métaphores sur la vague, sur les pélicans, sur les martins pêcheurs, sur la faune et sur la flore. Vous avez des exemples à foison. C'est donc d'abord Djilor et Joal. Djilor, pour prendre cet exemple, c'est là où vivait sa mère et où vivait également son oncle, Toko Wali. Toko signifie oncle en sérère. Et Toko Wali, dans cette société matrilinéaire, est celui qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Mais c'est un homme qui a un savoir extraordinaire. Senghor dit dans un de ses poèmes, Toko Wali, toi qui écoutes l'inaudible. Et en effet, les poèmes que tout le monde connaît de Senghor, Nuit de Cygne, Femme noire, ou encore Joal, je me rappelle, évoquent ces éléments de l'inaudible ou de l'invisible qui planent dans cette société et que seuls les initiés, dont Toko Wali, peuvent capter. Si vous avez lu et apprécié Joal, il y dit
les toits des cases luisent tendrement. Que disent-ils si confidentiels aux étoiles? Que disent-ils si confidentiels aux étoiles? Ces toits des cases qui parlent aux étoiles, leur langage, le message qu'ils évoquent ne peut être perceptible que par des personnes comme Toko Wali. C'est donc Djilor et les Tan. Lorsque vous arrivez dans la maison de Senghor et que vous lisez ces recueils de poèmes, vous reconnaissez tous les espaces. Il parle de Katamak, les palmiers de Katamak. Les palmiers de Katamak sont des palmiers qui se trouvent de l'autre côté de la rive. Mais on les voit, ces palmiers, aujourd'hui encore, quand on est sur le perron de la maison familiale de Senghor. Quand il évoque les Tan, ces espaces secs, où il y a du sel, c'est un peu des marécages, par lesquels les troupeaux passent pour aller paître un peu plus loin, eh bien, vous les voyez juste en sortant à 100 mètres de ces Senghor, vous avez un espace extrêmement immense qui revient dans toute la poésie de Senghor, ces Tan, ils reviennent toujours. Il y a aussi Ngazobil, où il a étudié. Ngazobil, Ngas Obil, en sérère, signifie le puits de pierre. Mais c'est là-bas que l'école chrétienne s'est installée, et c'est là-bas qu'après quelques classes à l'école de Joal, il est allé poursuivre ses études auprès des prêtres. Nous avons les sources où les Lamentins vont boire. Vous avez un texte magnifique de Senghor, comme les Lamentins vont boire à la source, eh bien vous avez, c'est la source de Simal. Cette source revient aussi d'une manière ou d'une autre dans cette poésie de Senghor pour y exprimer le cadre. La fontaine et le sanctuaire de Mamangej. Mamangej, c'est à Joal. C'est à Joal, c'est un sanctuaire où on va faire des libations, à côté d'ailleurs de la tombe, mais de la tombe du père de Léopold Sédar Senghor. La maman étant enterrée de l'autre côté à Djilor. Le baobab est l'ombre verte des vérandas. Là, dans Joal, les cignards aux yeux sur elle, hein, comme un clair de lune sur la grève, mais les vérandas, l'ombre verte des vérandas, dans cette poésie, on la retrouve également très souvent. Vous avez l'évocation de tous les noms de villages et d'îles dans la poésie de Senghor, tous. De Fawoy, nous revenions de Fawoy, de Dionewar, de Niodior, de Bassoul, de Bassa, tous ces villages, tous ces lieux-dits sont évoqués de manière précise par Senghor parce qu'il y a été. En fait, dans cette société, pourquoi Senghor les connaît tous là? C'est parce que les jeunes, les enfants, dès qu'ils naissent, ils apprennent à lutter. Ils sont des lutteurs. Et la lutte est également l'occasion d'apprendre à faire des poèmes, à dire des poèmes. Hein? Les chants gymniques, ils sont tous des poètes dans cette région-là. Les chants gymniques, on ne peut pas être un homme, un jeune homme, sans être un bon lutteur et un bon poète. C'est impossible. Les deux sont liés. Le travail et la poésie sont liés avec la lutte, le sport. Et Senghor a appris tout cela. Mais le sport amenait aussi les lutteurs à aller de village en village pour faire des compétitions. Et les vainqueurs, ils gagnaient des taureaux, des vaches, des bœufs, comment on dit, des moutons et beaucoup d'argent. Et ils se donnaient à des joutes, dont des joutes poétiques. Il fallait être là et échanger des poèmes et il y a un vainqueur qui remporte la palme, le meilleur poète. Ce sont ces poètes-là, mais surtout les poétesses qui ont forgé Senghor. Il les cite. Nga, la nourrice, qui revient très souvent, hein, mais également d'autres poétesses de cette région. Ces noms de villages, de localités, de lieux-dits, dont Sangomar est l'embouchure du fleuve, où se trouve Niodior et à 2 pas Dionewar et un peu plus loin Differ, toutes conduisant à Palmarin et à Betenti où il y a eu cet accident de bateau il y a quelques jours, et à l'intérieur ça va, jusqu'à Toubacouta, jusqu'à Bassou, et au-delà, jusqu'à Kaolack, en passant par Fatick. Mais c'est des lieux qui sont décrits, vous les verrez vous-même, vous les avez sans doute vus en lisant les poèmes de Senghor, cet espace est décrit de manière très précise. Senghor dit: j'ai donc vécu en ce royaume, vu de mes yeux et de mes oreilles entendu les êtres fabuleux, par-delà les choses, les cousses dans les tamariniers, les crocodiles, gardiens des fontaines, les lamentins qui chantaient dans la rivière,
les morts du village et les ancêtres et les morts qui me parlaient, qui m'initiaient aux vérités alternées de la nuit et du midi. Il m'a donc suffi de nommer les choses, les éléments de mon univers enfantin pour prophétiser la cité de demain qui renaîtra des cendres de l'ancienne, ce qui est la mission du poète. On comprend pourquoi donc il insiste beaucoup dans sa poésie sur cette typologie, cette présentation de son espace. Mais il le fait en poète, c'est-à-dire non pas en disant voilà, il y a tel, 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 mais en transposant les choses, en leur donnant un sens par la métaphore, le rythme et l'analogie. Senghor donc est cette exposition, donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça saute, la machine saute. Le royaume d'enfance de Senghor, au-delà de la présentation des éléments physiques, c'est aussi une ambiance. Dans Joal et dans Nuit de Sine, point bien connu des écoliers du monde, cette ambiance est décrite. L'ambiance de la sérénité. J'ai entendu le mot ce matin, la sérénité. En fait, il y a une étude qui vient de sortir à Dakar de Ahmad Faye, dans un ouvrage auquel Amadouli a participé avec Liliane Kestello, qui est une grande spécialiste de Senghor, dans lequel il y a un texte magnifique sur la sérénité. On s'est même posé la question, mais le professeur spécialiste des droits de l'homme l'a évoqué ce matin, s'il fallait dire sérénité ou sérénitude, hein, l'un et l'autre pouvant définir, signifier peut-être quelques nuances. Le latiniste et helléniste a essayé la dernière fois d'en donner une explication, mais enfin, contentons-nous de ce que monsieur le droit de l'homme vient de dire ce matin. Je partage son avis. Je pense que la sérénité et la sérénitude, ça explique justement ces valeurs-là, l'ensemble des valeurs qui caractérisent le milieu dans lequel on vit. Donc, l'ambiance est décrite, c'est l'ambiance de la sérénité. Il faut noter là, je l'ai dit, le mystère, par exemple, de la nuit. Il y a un poème très profond où le mot nuit revient je ne sais combien de fois, hein, et dans lequel nous avons la présentation de cette nuit et de ces mystères. Les réjouissances, toutes créatives, les chœurs alternés, les chœurs de lutte, j'en ai parlé tout à l'heure, la danse des funibules, les festins funèbres. Les festins funèbres, ça peut étonner que les funérailles puissent être l'occasion de festins. Mais en réalité, les funérailles, qu'on appelle chez nous le deuil, le Camerounais doit bien comprendre ça, et les gens de l'Afrique centrale, ce sont des moments de fête. Puisque, comme disait Birago Diop, chez nous, ben, dans cette société traditionnelle, il le dit dans Souffle, les morts ne sont pas morts. C'est pourquoi, parce qu'ils sont une transmission entre les vivants et les morts, ils constituent un moment de transition, un lien entre les deux, mais le départ, on fête, c'est un passage. C'est un passage vers l'éternité. Ils vont entrer dans le monde des anciens, de ceux à qui on s'adresse, et on leur fera à eux aussi des tours de khamb dans des hôtels qui sont faits à cet effet. Senghor est passé par là, et certains de ses poèmes en parlent. L'ambiance donc de la sérénité, les chœurs de lutte, les filles nubiles, les festins funèbres, les fastes de la royauté reviennent très souvent. Quand Senghor était jeune, il y avait encore des rois au Sénégal. Il y avait le roi du Sine. Le roi du Sine, Coumba Ndoffène, qui est très souvent décrit, mais le père de Senghor était très riche, un riche commerçant qui recevait les dignitaires, les rois. Mais il montre bien dans sa poésie, en divers endroits, comment Coumba Ndoffène régnait pendant que le gouverneur administrait. Distinction entre la colonisation et les traditions qui sont restées. Les libations, les relations entre le christianisme et l'islam, qui n'ont pas
Amadou disait hier que nous avons 90% de musulmans au Sénégal, probablement, ou 95%, 5% de chrétiens et 100% d'animistes. C'est vrai. Chacun a quelque part des réactions d'animistes. Cet espace africain de Joal et de Djilor s'étend progressivement dans la poésie de Senghor. Il s'étend au Sénégal. D'abord quitter ce pays, cette région, pour aller jusqu'à l'est, jusqu'à Bakel, à l'est du Sénégal, où dans un poème magnifique, Tedungal, qui parle des tout couleurs, il évoque la société de là-bas, mais dans un poème d'une beauté extraordinaire. Si on veut par exemple réfléchir sur la poésie, sur le vers de Senghor, Tedungal est un exemple superbe. Quand il décrit la déclive et l'avion qui atterrit sur Bakel, mais qu'il assimile à la danse des filles soninké, Khasonké, et Khasonké, qui vont jusqu'à la syncope. Le vers de Senghor suit exactement cette syncope-là. Comme dans d'autres vers, vous verrez que le rythme dont il parle, qui un peu a disloqué, non pas ce grand niais d'Alexandrin, mais ce grand niais de vers libre, il l'a disloqué et donné une tournure et un rythme extraordinaire par justement ce jeu qui représente la danse. Il s'étend ensuite au Sénégal, jusqu'en Casamance, jusqu'au fleuve que Senghor chante, jusqu'au Wallo, cette région risicole qui est très différente de sa région à lui, mais qui représente le Sénégal. Il parlera des Lebou et de Gorée. Tous les poètes ont parlé de Gorée. Mais Senghor sort de là et va aussi maintenant plus loin, jusqu'au Congo. Il viendra au Maroc, au Maghreb. Était-ce une nuit maghrébine? C'est le titre, c'est un de ses vers. Était-ce une nuit maghrébine? Etc. Mais il va aller plus loin et chanter le Taj Mahal, là-bas, en Inde. Mais la France est omniprésente, sous toutes ses formes, physiquement, mais également à travers ses femmes, présentées alternativement avec les femmes sénégalaises, Isabelle et Soukeina. Soukeina ou Isabelle. Il ira jusqu'à New York, dont il dira beaucoup de choses. Cette New York avec ses fers, son enchevêtrement de fer, mais a une vie trépidante, belle. L'Afrique du Sud, Chaka Zulu, permet d'investir l'Afrique du Sud et de vivre ce que les Zoulous ont vécu et de rendre compte de grandes forces. L'épopée de Samori et les épopées de nos grands chefs également, qui ont permis de traverser le Mali et Sundiata et de montrer aussi ce que les Askia ont fait. On a évoqué ce matin, parlant de la France, c'est le prince qui disait que pardon à la France, il disait, il a fait de mes Askia des talibés. Ça, c'est le Mali, c'est l'Empire Sonrai plus loin. Il évoque ces terres avec beaucoup de grandeur, mais ça va très très loin. Vous voyez, dans l'utilisation de l'espace, la présentation de l'espace dans lequel Senghor a évolué, ça va de son village de Joal, de son village de Djilor, progressivement jusqu'à l'étendue de la planète. Il y a maintenant à l'intérieur cette présentation qui obéit à ce que nous avons dit tout à l'heure, son souci de raccorder l'ensemble des êtres humains de la planète. Il a dit, construisons une société en une ceinture de main fraternelle. C'est dans sa poésie ce que j'ai dit là. C'est un vers de Senghor. Une ceinture de main fraternelle. Il dira, il faut qu'on puisse arriver à créer cette société où les gens sont liés les uns aux autres et atteindre à l'universel. L'exemple le plus net qu'on puisse donner ici, dans sa poésie, ce sont les élégies. Les élégies. Senghor a écrit des élégies dans Nocturne, dont le dernier ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure parle un peu, mais en prenant l'aspect élégiaque, qui n'est pas forcément, qui est présent seulement dans 2 élégies. Dans les 3 autres, ça ressemble un peu à des odes. Mais dans Élégie majeure, où nous retrouvons l'élégie à Philippe Maguilène Senghor, juste après sa mort, la mort de son fils unique, en fait de son fils unique, celui en tout cas qui était avec lui. Et les élégies à Georges Pompidou,
à Aïdina Fall et toutes les autres élégies, qui sont vraiment des grandes élégies, montrent bien le caractère universel de la pensée de Senghor. Parce que là, il passe de la présentation des hommes à une transposition, j'allais dire, religieuse de cette réflexion qui permet de donner un souffle plus profond et une vérité éternelle à ce que la mort a produit ou à ce que simplement l'homme a produit. Toutes les élégies n'avaient pas été faites d'ailleurs, et c'est ça l'extraordinaire pour des gens qui avaient disparu. Il passe son fils, Pompidou, Martin Luther King, Aïdina Fall, etc., qui tous ont été retenus et chantés. Senghor, donc, se soucie beaucoup de cette universelle. Il a dit qu'il nous invite à un festin catholique. C'est les mots de ses vers. Un festin catholique. Festin catholique, c'est les retrouvailles de tous les peuples du monde ensemble. Nous l'avons dans Chaka, dans le Kayamagan, dans la Eros et d'autres textes qui évoquent cet aspect-là. Les thèmes qu'il développe, je crois, sont sous-tendus essentiellement par l'amour. L'amour du terroir, d'abord. Et puis cet amour qui se dilue dans la totalité de l'espèce humaine et qui peut-être a conduit à ce qu'il soit un grand défenseur des droits humains. Les problèmes de la colonisation et la libération de l'Afrique. La moitié de ses poèmes portent sur cela. Même si à un moment donné, on a l'impression que quand il parle de la guerre, il est violent dans Hostie Noire. Il se fait un grand défenseur de ces tirailleurs. Mais après, il adoucit les choses et voit les choses en plus grand. Même la traite négrière, du reste. Lorsque les Noirs, le poète, qui est poète, c'est-à-dire penseur, qui parle de l'intérieur de son corps et de son âme, s'exprime chez Senghor, il est indissociable du politique. Indissociable du politique. Toute la problématique du poème de Senghor sur Chaka repose notamment sur cette question-là. Peut-on être poète et pas politique? Peut-on se limiter à dire le beau et à ne pas agir? Senghor revendique les deux titres. Il veut être aussi un homme d'action. Son écriture le dit bien. Il y a la réaction au racisme, mais son souci de dépasser ces simples contradictions pour aller vers quelque chose de plus important, qui est la paix dans le monde. Nous avons des poèmes de Senghor qui sont beaucoup plus légers. C'était des poèmes perdus, quelquefois, ou dans Lettres d'hivernage, le président de la République est sur son balcon et qui regarde le Gorée et qui écrit à ces moments de calme, quand il veut se détendre. À ce moment-là, il parle à son épouse. Il lui dédie des vers qui sont des vers très tendres, très beaux, très doux. Il évoque aussi, parce que c'est le souvenir et c'est l'heure du thé, il évoque aussi des souvenirs anciens, parce que le fumet joue sur l'inspiration et le transporte. Le palais présidentiel est au bord de la mer et Senghor a tout l'océan devant lui, mais également l'Amérique, les Amériques et la diaspora. C'est l'occasion pour lui de jeter le pont entre les deux rives. On disait ce matin, oui, Monsieur le Président, que Dakar est à la frontière des États-Unis. Je pourrais longuement m'étendre là-dessus. J'aurais bien aimé avoir le temps de prendre 4 poèmes et de les diffuser. Mais après m'être concerté avec Amadou, qui allait dire la même chose que moi, j'ai un peu changé le cours de ce propos. Je vous remercie de votre attention.